trouve qu'il y a un point commun entre la France et Israël, c'est que dans le monde, on est très exigeant. On ne laisse pas indifférent, la France comme Israël. Donc tout le monde a un avis sur Israël, comme tout le monde a un avis sur la France. On n'a pas demandé aux Américains, après ce qui s'était passé en septembre et Ouais. les attentats, de sortir tout de suite de la colère et de la peine. Et Israël n'en est pas encore sorti. Mathieu Clouvel-Gerverso est arrivé à Tel Aviv un an avant le 7 octobre. Un début de mandat presque impossible à imaginer avec les attaques du Hamas, la guerre, les otages, l'inquiétude de la communauté française. Après donc près de 4 ans passés en Israël, le consul général à Tel Aviv arrive aujourd'hui au terme de sa mission. L'occasion de revenir avec lui sur ce mandat, sur ce qu'il a vécu, sur son regard sur la société israélienne et sur les Français d'Israël. Mathieu Clouvel-Gerverso, bonjour, merci d'être avec nous. Un grand plaisir de vous retrouver et d'être avec vous aujourd'hui. Et merci d'être venu dans notre studio à Jérusalem pour cette dernière interview, en tant que consul général en tout cas. Alors comme je le disais en introduction, vous êtes arrivé à Tel Aviv quelques jours seulement, un mois avant le 7 octobre. C'était une année en fin de compte, j'étais arrivé en Vous étiez 2022, arrivé un peu plus, année, d'accord. heureusement. Et vous imaginez sans doute pas que votre mandat allait être totalement chamboulé par cet événement. D'abord, comment vous avez vécu ce 7 octobre ? Une première façon que je vois, c'est quelque part à titre plus personnel, c'était le bon moment. Ce que j'ai pu bâtir et construire, je pense qu'il y a 5 ans, 10 ans ou 15 ans, j'aurais pas eu l'expérience, ni peut-être l'épaisseur ou la solidité pour le faire. Ça, c'est à titre plus personnel. Ça a été un choc gigantesque, ce 7 octobre, très fort. Beaucoup de cendres, beaucoup de larmes, beaucoup de shiva, beaucoup d'enterrements. On a eu 53 victimes, des familles de 8 otages à suivre, une fraternité et un humanisme et des rencontres extraordinaires pour la vie. Ces familles-là étaient très belles. Et puis aussi beaucoup de cendres et beaucoup de peine et de dureté, parce qu'un pays qui souffrait, une société, une communauté française qui a beaucoup souffert et qu'il fallait accompagner le mieux possible. Donc dans ces moments-là, on agit et on ne pense plus. Il y a un moment spécifique que vous vous souvenez, qui va venir, qui restera avec vous pour longtemps ? Clairement, le premier, je crois que c'était la première fois où on s'est retrouvé avec, à ce moment-là, on était une quarantaine dans la salle. C'était autour de la ministre Colonna et on s'est retrouvé avec toutes les familles des victimes et d'otages. Et à ce moment-là, on recherchait tout le monde. Et donc ce moment avec ces familles qui tremblaient, leur corps tremblait, ces visages, ces voix qu'on a gardées depuis, je l'oublierai jamais. Ça, c'est le premier moment. Et le deuxième, peut-être plus anecdotique pour faire sourire tout de même, c'est quand mon adjoint m'a appelé à 7 heures du matin le 7 octobre pour me dire « Mathieu, il y a des missiles de Gaza, il faut que tu viennes au consulat général ». Je lui ai dit Olivier, t'es gentil, mais des missiles de Gaza, depuis un an, on en a eu beaucoup. Donc un samedi matin, 7 octobre, non, quoi. Ma vie de famille me dit, là, je crois qu'il faut vraiment que tu viennes. Venir. Et ça a été le début d'un drôle de tunnel. Comment on gère ces situations d'une façon humaine, justement, quand on est face à ces familles des otages, face à ces familles de victimes ? Il y a une façon professionnelle et personnelle. Façon professionnelle, je crois vraiment à la préparation. D'abord, je ne suis pas seul. J'étais avec 2 adjoints, des équipes, une équipe très mobilisée. Et on était prêts ce jour-là parce que on se prépare toujours pour la crise qui n'est pas arrivée. Donc, on avait un dispositif mis en place. Vous savez qu'on avait juste besoin de mettre un polo et un jean et être au consulat général. Et on savait dérouler nos processus. Donc ça nous rassurait. Ensuite, sur le plan humain, c'est comment vous vous sentez avec la communauté. Je l'ai dit plusieurs fois, j'ai une des plus belles communautés françaises au monde. Et cette fraternité, cette chaleur, il fallait l'entourer, donc c'était une évidence. Alors justement, quelles ont été les premières priorités après le 7 octobre ? La première, ça a été de certaines familles. On est resté dans l'ombre et volontairement les premiers mois ou les premières années, mais il y a des familles qu'il fallait sortir des kibboutz. Et ça, avec l'aide de Tsahal et des autorités militaires et policières, on a pu sortir et préserver plusieurs familles. C'était la première chose. Après, ça a été s'occuper des blessés qu'on a eu dans la communauté française.
Et ensuite, très rapidement, c'était accompagner les familles, c'était retrouver nos victimes. Au départ, on en avait un, puis deux, puis trois, puis 5, puis 10, puis 15, puis 20. On est monté donc à plus de 50. Et bien entendu, le travail de l'ombre, et ça pas seul, hein, on peut critiquer les autorités françaises, qu'on est français, franco-israélien, on sait faire. Mais s'il y a un domaine moi, où j'ai trouvé extrêmement bon de nos autorités et plus mobilisés que les autres, c'était pour sortir nos enfants et sortir Mihachem des griffes du Hamas. Et là-dessus, il y a eu des choses, voilà, ça sortira dans 5 ans, 10 ans, qui ont été faites sur le plan administratif, juridique, consulaire. Jour et nuit, ça a bossé à Matignon et à l'Élysée, et on y est arrivé. Alors, vous parliez de la communauté française, vous l'avez découverte pratiquement à votre arrivée à Tel Aviv. Est-ce qu'il y a eu une différence entre la communauté française avant le 7 octobre et après le 7 octobre? Clairement, clairement. C'est une communauté déjà très très belle traditionnellement parce qu'elle a un lien à la France, à la République qui est particulièrement touchant. On ne rend pas indifférent. C'est compliqué d'être franco-israélien, c'est compliqué pour chacun de nos citoyens parce qu'on est doublement contestataire, on est sur deux cultures. On n'arrive pas à être uniquement israélien. Il y en a qui essayent, ça marche pas toujours très bien. Être uniquement français en Israël, on a du mal à avancer. Donc il y a cette dualité qui est très belle et très touchante. Et ce rapport à la France et la République hors norme. Après le 7 octobre, ça a été une déstabilisation effroyable, effroyable. Donc beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, parfois du désespoir, parfois être perdu, et il fallait les accompagner. Nous, on le sentait déjà quelque chose de monté avant, c'est-à-dire que c'est une société qui a un rapport à la nationalité et à l'histoire à part. Du fait d'avoir été en communauté, en minorité pendant assez longtemps, et puis de la jeunesse de l'État d'Israël. Et on le sentait monter depuis janvier 2023, un petit peu ses doutes et ses états d'âme. Depuis, c'est une société qui a eu besoin d'être rassurée. Une année normale, on fait 8000 passeports, on en a fait 16 000 les années suivantes. Une année normale, on fait 2-3 000 actes de naissance et livrets de famille, mariage. On est monté à 6 000, 6 500. On est devenu le premier poste au monde. Comment vous l'expliquez? C'est un besoin d'avoir un plan B. C'est-à-dire qu'on reste fièrement israélien et Israël est important quand on est, notamment quand on est français juif. Hein. Mais on ne sait jamais. Il y avait un doute qui s'est mis là et pour la première fois, il y a eu une attaque massive de type pogrom et destructrice des corps et des âmes sur la terre d'Israël. Donc pour les enfants et les petits-enfants, il faut être rassuré, il faut être accompagné. On ne sait jamais. Alors, vous avez découvert la communauté francophone en Israël, mais aussi vous avez découvert la société israélienne. Et après 3 années aussi particulières, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la société israélienne? Ça reste une société extrêmement touchante qui continue, contrairement à l'image parfois déformée qu'on peut en avoir dans certains médias occidentaux, qui est parcourue par des failles, par des doutes. Ça reste une belle démocratie avec ses divisions, ses questionnements. Et c'est la beauté de la société israélienne et de notre communauté française. C'est-à-dire quand vous avez une manifestation, une contestation autour d'un rond-point, ça traduit toujours quelque chose. Donc c'est une société extrêmement vivante qui doute et qui souffre. Il y a une image que j'aime beaucoup rappeler, c'est une personne que j'apprécie beaucoup dans notre communauté qui m'avait dit quelques mois après le 7 octobre, c'est terrible, une personne profondément humaniste, j'arrive plus à sentir de la peine pour les enfants de Gaza. Elle me dit, je me regarde dans un miroir et je ne peux pas supporter ça. Et ça m'avait choqué sur le moment, parce que sur des enfants, c'est quelque chose d'assez universel. Et très rapidement, elle est revenue me voir en disant, mais non, mais c'est revenu. Et bien entendu, tous les enfants du monde, c'est les enfants de la Terre, quelles que soient nos idées ou nos religions, on les poursuit, même s'ils ont pu parfois être... comme dans tout pays, être abîmés ou extrémisés. Donc c'est une société... Je trouve qu'il y a un point commun entre la France et Israël, c'est que dans le monde, on est très exigeant. On ne laisse pas indifférent, la France comme Israël. Donc tout le monde a un avis sur Israël, comme tout le monde a un avis sur la France. On n'a pas demandé aux Américains, après ce qui s'était passé en septembre, et les attentats, de sortir tout de suite de la colère et de la peine. Et Israël n'en est pas encore sorti. Et nous, c'est notre rôle un petit peu d'amis, et quand on aime ce pays et cette communauté, c'est de leur dire parfois, attention, la colère et la peine, on la comprend, on l'accompagne, n'allez pas sur des terrains
qui vont vous faire très très mal à long terme. Mais quand vous voyez justement cette façon dont est perçu Israël dans les médias ou dans les sociétés européennes occidentales, et quand vous voyez, vous connaissez-vous de près cette société, vous voyez cette différence, ce contraste, est-ce que quelque part c'est un peu frustrant pour vous? Après, c'est universel, hein. On a ça dans tous les pays du monde. Il y a une déformation qu'on peut avoir et qu'on ressent. Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que moi, j'ai tenu pendant ces 4 années à montrer l'humanisme, la diversité, les doutes et toutes les belles parcelles éclairées et lumineuses, Mhm. notamment dans la communauté française en Israël. C'est ce qui la rend passionnante et c'est ce qui fait croire en l'avenir. Alors, votre mandat, il faut en parler aussi, a été marqué par des tensions, des fortes tensions entre Paris et Jérusalem. Alors, c'est vrai que le consul est moins impliqué, on va dire, dans ce genre de questions de politique. Mais comment vous les avez vécues, vous, sur le Euh, terrain? Déjà, c'est ce que vous évoquez, qu'on est consul général, et on l'a beaucoup fait avec l'ambassadeur, c'est de veiller à ce que la communauté française soit toujours protégée, accompagnée, entourée de chaleur et de fraternité à tout moment, quelles que soient les difficultés qu'eux ont intérieurement ou ce qui peut se passer sur relations bilatérales. C'est préserver notre communauté française et préserver leurs services et les entourer le plus possible avec l'équipe, avec le meilleure assistance possible, imaginable en tout moment. Un but que j'ai avec l'équipe et qu'on a gardé, c'est que je voulais qu'ils viennent. C'est compliqué pour un Français juif ou un Franco-israélien de venir historiquement dans une autorité française, Mhm. une préfecture, un consulat. Il n'y a pas besoin de développer pourquoi. Moi, ce que je voulais, c'est qu'ils ressortent tous rassurés, avec un service parfait et avec le sourire aux lèvres. Ensuite, une relation bilatérale, voilà, il y a des hauts et des bas. On Ouais. a connu pas mal de bas. Nous, notre rôle de diplomate et d'observateur, c'est de tout faire pour trouver des ponts, des liens, reconstruire et de montrer les enjeux, les intérêts et la beauté de part et d'autre. Vous pensez que malgré tout, les relations entre les deux pays, entre les deux sociétés restent solides? J'ai aucun doute. Ouais, j'ai vraiment aucun doute pour plein de raisons idéologiques, culturelles, culinaires, de tout ce qu'on a en commun, cette façon de douter, cette façon de contester, cette façon de protester, cette façon d'être de trois dans une salle et d'avoir 4 opinions et 5 divisions qu'on peut avoir. Je pense qu'on a énormément en commun. J'ai aucun doute à cet égard. Alors, on a parlé de diplomatie, mais bon, le consul, comme on dit, c'est la vie quotidienne hein, des dizaines de milliers de Français qui vivent ici en Israël. Alors, qu'est-ce qui a concrètement changé pendant votre mandat? Qu'est-ce que vous avez fait de nouveau, on va dire? Une première chose que je voulais souligner, c'est que ça n'aurait jamais été fait sans tous les appuis que j'ai pu avoir, bien entendu, au niveau de l'ambassade et à Paris. C'est-à-dire que après le 7 octobre, quelque part, je suis devenu un consul général qui a pris des mauvaises habitudes. Dès que je demandais quelque chose à Paris, on l'a eu. Un nouveau consulat général, tout neuf pour servir la communauté. On l'a eu. Doublement des budgets dans le domaine social. On a pu l'avoir. Des renforcements humains, on a pu les avoir. Donc ça nous a permis d'avoir des services assez exceptionnels. À mon arrivée, et d'abord je voudrais rendre hommage à ma prédécesseur qui avait été extraordinaire pendant le Covid. On a pu continuer de réduire les délais. On est passé pour les délais passeport de 40 jours à 1 jour. Par rapport à ce que vous dites, ce que vous avez demandé, vous avez eu de la part de Paris ou de l'ambassade, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une importance particulière de la communauté Ouais. francophone en Israël au Quai d'Orsay? Ah oui. Et ça, c'est pas toujours vu. En gros, et c'est normal, on se focalise que ce qui ne va pas, ce qui ne convient pas, les différences, pas sur ce qui rassemble. Des personnes voilà, qui sont très attentifs à la relation entre la France et l'Israël à tous les niveaux au sein du Quai d'Orsay. J'en connais beaucoup et on est beaucoup à en faire partie. Et chaque fois que j'ai eu besoin de budget, de renfort, de choses complémentaires, c'était oui pendant 24 heures et c'était les priorités ont été données sur l'accompagnement de la communauté française en Israël, c'est clair. Donc aujourd'hui, les démarches, aujourd'hui, on peut dire que les démarches pour passeport, carte d'identité, vous nous avez dit que ça avait pratiquement doublé hein, Oui, le nombre de demandes de passeport. Est-ce que c'est plus simple aujourd'hui pour un Français hein? c'est ce qu'on a vraiment essayé de tout faire avec l'équipe, c'est-à-dire les délais de passeport, on était à 40 jours, on est passé à 1 journée pour avoir un rendez-vous. État civil, on était à 4-5 mois, on est passé à 15 jours pour avoir son livret de famille. Le but, c'était que chacun voit que c'est
tout par Internet, tout par courrier, simplifié, et qui viennent en étant accueillis avec le sourire, que tout soit modernisé et extrêmement rapide. Et c'est pas moi qui ai fait ça, c'est l'équipe qui l'a fait, clairement. Alors, comme on a dit, vous avez commencé votre mandat un an avant le 7 octobre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est difficile de quitter Israël ? C'est un pays extrêmement touchant. C'est une communauté pour laquelle j'ai une affection et une tendresse particulière. Enfin, je dis toujours, quand je m'ennuie, eh bien voilà, je vais à la rencontre d'un rescapé de la Shoah, d'un enfant caché, d'une personne qui bat, de nos éclaireurs. Il y a des très 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 beaux profils dans notre communauté. Donc c'est une communauté touchante et qui a ce lien à la République, à l'histoire, et ce petit grain de doute et d'humanisme que j'aime. Voilà, tant que ces deux grains ne sont pas perdus. C'est ce que vous emportez avec vous de ces années ? Clairement. Ces deux petites graines, oui. Et pour terminer, qu'est-ce qui va vous manquer le plus de Tel Aviv ou d'Israël ? La lumière. C'est la lumière à part. Voilà, c'est une lumière incomparable. Vous savez déjà la prochaine destination ? Oui, consul général à Atlanta. Atlanta. Bon, c'est autre chose. J'espère en tout cas que vous aurez autant de plaisir à être consul général. Et en tout cas, merci pour ces 4 années donc, à Tel Aviv. Et voilà, si vous voulez dire un dernier mot je voudrais rendre hommage à ma prédécesseur. C'est toujours un relais d'équipe. Mon successeur, Cédric Pelletier, qui va prendre ses fonctions la semaine prochaine. Et un grand merci à l'ensemble de la communauté pour toute cette chaleur et cet humanisme qu'ils ont pu m'apporter au fil des mois. Très bien, merci beaucoup Mathieu Clouvel-Gervaisseau d'avoir été avec nous aujourd'hui et bonne chance pour le futur. Merci à vous.